Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Murmures d'encre. Je vous ai parlé de mes voyages en France ou à l'étranger, récents ou de mon passé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Barcelone. Non, je n'y suis jamais allée et pourtant, j'ai parfois l'impression de la connaître, Barcelone. Ses ruelles sombres après la pluie, ses façades anciennes rongées par le temps, ses places baignées d'or au coucher du soleil, ses librairies oubliées et ses secrets. J'espère un jour avoir la chance de découvrir cette ville sublime, bouillonnante et dévergondée, m'a-t-on dit. Parce qu'il existe des auteurs capables de transformer une ville en mémoire intime. Et Carlos Ruiz Zafón fait partie de cela. Quand on lit Zafón, Barcelone cesse d'être une ville, elle devient un fantôme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la saga du cimetière des livres oubliés. Une œuvre qui m'a profondément bouleversée. Une œuvre gothique, mélancolique, labyrinthique. Mais surtout, profondément humaine. Une saga qui parle de livres, évidemment, mais aussi du deuil, de l'amour absolu, de la mémoire, de la transmission, des blessures familiales et de ces êtres qui continuent à vivre en nous longtemps après leur disparition. Avant de parler des romans eux-mêmes, il faut parler de Carlos Ruiz Zafón. Zafón naît à Barcelone en 1964 dans le quartier de la Sagrada Familia. Il grandit dans un milieu populaire, entre un père agent d'assurance et une mère au foyer. Mais très tôt, il développe une imagination immense. À 8 ans, il écrit déjà des histoires. À 14 ans, il rédige un premier roman monstrueux de plusieurs centaines de pages rempli de créatures et de mystères. Et je trouve cela fascinant. Parce que chez lui, l'écriture n'a jamais été un projet. C'était presque une nécessité vitale. Il était passionné de littérature, évidemment, mais aussi de cinéma, de musique et de photographie. Et cela se ressent dans chacun de ses livres. Zafón écrit comme un réalisateur film. On voit tout, on entend tout. La pluie sur les pavés, le grincement d'une porte, les ombres dans un escalier, le bruit du vent dans Barcelone. Ces romans sont profondément cinématographiques et surtout profondément atmosphériques. Avant de devenir écrivain à plein temps, il travaille dans la publicité, puis il quitte tout. Il part à Los Angeles et il se consacre entièrement à l'écriture. D'abord avec des romans jeunesse, Le Prince de la Brume, Le Palais de Minuit, Les Lumières de Septembre, puis Marina, qui était son roman préféré. Oui, Marina est important, parce qu'on y retrouve déjà tout Zafón. Les cimetières, la nostalgie, les demeures abandonnées, les adolescents hantés par le passé, les secrets de famille et surtout, cette impression que les morts ne quittent jamais vraiment les vivants. Puis arrive L'ombre du vent en 2001, et là, tout bascule. Je crois sincèrement que L'ombre du vent possède l'un des plus beaux débuts de la littérature contemporaine. Un père emmène son fils dans un lieu secret, le cimetière des livres oubliés. Rien que ce nom est magnifique, le cimetière des livres oubliés. On dirait un rêve ancien ou un souvenir, un endroit caché au cœur de Barcelone où des milliers de livres oubliés attendent qu'un lecteur les choisisse pour les sauver de l'oubli. Et honnêtement, quel amoureux des livres n'a jamais rêvé qu'un lieu pareil existe réellement? Daniel Sempere choisit alors un livre mystérieux, L'ombre du vent de Julian Carax. Et à partir de cet instant, sa vie change. Parce que chez Zafón, les livres ne sont jamais de simples objets. Ils relient les êtres, ils transmettent des blessures et réveillent des fantômes. Et plus on avance dans cette saga, plus on comprend que chaque personnage est lié aux autres bien avant de le savoir. Dans L'ombre du vent, le mot « ombre » revient au fil des pages, discrètement, comme un fil invisible, comme les cailloux du Petit Poucet, discret mais essentiel. On avance sans toujours savoir où l'on va. Ce qui m'a profondément marqué dans cette saga, c'est cette idée que les histoires se répètent, les vies se répondent. Julian Carax est partout dans cette saga, même lorsqu'il est absent, comme un fantôme qui continue à marcher dans Barcelone. Il devient presque une légende, une rumeur, une ombre. Et plus Daniel cherche à comprendre Carax, plus il finit par lui ressembler. Daniel devient peu à peu le reflet de Julian Carax, comme si certains destins étaient condamnés à renaître sous d'autres formes.
Julian, c'est l'ombre. Daniel devient la lumière. Deux hommes hantés par l'amour, par l'absence et par les livres. Et cette dualité m'a fascinée du début à la fin, parce que Zaphon écrit les personnages comme des miroirs. Je les aime tous les deux d'un amour différent, mais je crois bien que je suis tombée amoureuse de Julian. Dans cette saga, chaque génération reflète la précédente. Les douleurs se transmettent, les secrets aussi. Et si je devais citer une citation de ce roman, je choisirais « Des livres maudits » de l'homme qui les a écrits, d'un personnage qui s'est échappé des pages d'un roman pour le brûler, d'une trahison et d'une amitié perdue, une histoire d'amour, de haine et de rêves qui vivent dans l'ombre du vent. Je rajouterais peut-être, il disait souvent que nous existons tant que quelqu'un se souvient de nous. Et au milieu de toute cette obscurité apparaît l'un des plus beaux personnages de la saga, Fermin Romero de Torres. Fermin, drôle, brillant, loyal, cabossé par la vie. Au départ, il semble être le personnage comique, mais plus les romans avancent, plus on comprend qu'il est profondément tragique. Et dans Le Prisonnier du ciel, paru en 2011, Zaphon dévoile enfin son passé. La prison franquiste, les tortures, les humiliations, la survie. Tout à coup, Firmin cesse d'être uniquement une lumière, il devient aussi une blessure. Et je crois que c'est ce qui rend ce personnage aussi humain. Se renouveler ou mourir ? Mourir, murmura Firmin. Puis vint Le Jeu de l'ange en 2008. Et là, l'univers devient encore plus sombre, plus fiévreux, plus halluciné. Avec David Martin. David Martin est probablement l'un des personnages les plus tragiques de toute la saga. Un écrivain solitaire, blessé, sarcastique et profondément sensible. Un homme qui aime sincèrement, mais à qui tout semble constamment échapper. Et autour de lui flotte quelque chose d'insaisissable. On ne sait jamais vraiment ce qui révèle du réel, de la folie ou du surnaturel. Et c'est fascinant. David Martin est peut-être le personnage dans lequel je me suis le plus reconnue par moments. Cette manière d'écrire comme on survit, cette solitude intérieure, ce besoin presque maladif des mots. Voici ces quelques lignes qui m'ont sûrement le plus frappée. Un écrivain n'oublie jamais le moment où, pour la première fois, il a accepté un peu d'argent ou quelques éloges en échange d'une histoire. Il n'oublie jamais la première fois où il a senti dans ses veines le doux poison de la vanité et cru que si personne découvrait son absence de talent, son rêve de littérature pourrait lui procurer un toit sur la tête, un vrai repas chaque soir et ce qu'il désirait le plus au monde, un nom imprimé sur un misérable bout de papier qui, il en est sûr, vivra plus longtemps que lui. Un écrivain est condamné à se souvenir de ce moment parce que dès lors, il est perdu. Son âme a un prix. Ou encore, je crois que tu as du talent et que tu as vraiment envie d'écrire, Isabella. Plus que tu ne le crois et moins que tu ne l'espères. Mais quantité de personnes ont du talent et envie d'écrire et nombre d'entre elles n'y arrivent jamais. Ça, c'est seulement le principe de base pour faire quelque chose dans la vie. Le talent est comme la force d'un athlète. On peut naître avec plus ou moins de disposition, mais nul ne parvient à être un athlète simplement parce qu'il est né grand, fort ou rapide. Ce qui fait l'athlète ou l'artiste, c'est le travail, le métier et la technique. L'intelligence que tu as reçue à ta naissance est juste une munition. Pour parvenir à en faire quelque chose, il est nécessaire que tu transformes ton esprit en arme de précision. Mais ce roman contient aussi l'un de mes personnages féminins préférés de toute la saga, Isabella, la mère de Daniel Sempere. Et honnêtement, je l'adore, parce qu'Isabella apporte de la lumière dans un univers souvent très sombre. Elle est vive, intelligente, drôle, spontanée et profondément attachante. Elle rêve d'écrire, elle admire David Martin et elle devient même son apprentie, sa secrétaire, presque sa protégée. Et leur relation est magnifique. Ce n'est pas un amour classique, romantique au sens strict du terme. C'est autre chose, une connexion intellectuelle, humaine, affective. Elle apporte de la vie à David Martin et lui transmet quelque chose de fondamental, les mots. Et quand on comprend plus tard qu'Isabella n'est autre que la mère de Daniel,
tout prend une dimension encore plus forte. Parce que Daniel hérite de David Martin, comme si les histoires continuaient à circuler entre les générations. Et c'est précisément cela qui rend cette saga aussi incroyable. Tout finit toujours par se rejoindre. Les femmes chez Zaphon sont d'ailleurs fascinantes. Béa, la femme de Daniel que l'on découvre dans l'ombre du vent, représente pour moi la douceur, la fidélité et l'amour sincère. Nouria Montfort, liée à Julian Carax et fille du gardien du cimetière des livres oubliés, est une femme profondément marquée par l'amour et la loyauté. Elle est forte et sensible. Pénélope, l'amour de jeunesse de Julian, incarne l'amour tragique absolu. Christina, dans Le jeu de l'ange, est bouleversante parce qu'on sent qu'elle aime David Martin tout en choisissant une autre vie par devoir. Et puis il y a Alicia Gris, personnage central du labyrinthe des esprits. Probablement le personnage féminin le plus complexe de toute la saga. Sombre et lumineuse à la fois, ironique, blessée, intelligente et solitaire. Elle cache ses blessures derrière l'humour et le cynisme, et pourtant, elle reste profondément humaine. Son lien avec Fermin est d'ailleurs l'un des plus beaux du dernier roman, une relation pudique, tendre, presque familiale. Mais ce qui me touche énormément dans cette saga, c'est la plage des pères. Les liens père-fils traversent tous les romans. Le père de Daniel est l'un des personnages les plus beaux de cette saga. C'est un libraire doux et bienveillant, un homme qui transmet les livres comme on transmet un héritage sacré. Et autour de Daniel gravitent presque plusieurs figures paternelles. Son père, évidemment, Juan Sempere, mais aussi Julian Carax, un père spirituel, David Martin, un père d'âme, Fermin, son meilleur ami, son ange gardien, celui qui le protège et le connaît tel un père, comme si Daniel héritait de plusieurs mémoires à la fois. Et plus la saga avance, plus une question devient centrale. Où s'arrête la fiction ? Parce qu'à plusieurs moments, j'ai sincèrement eu l'impression que les romans eux-mêmes avaient été écrits, entre guillemets, par Julian Carax à la suite de L'ombre du vent, comme si c'était lui le narrateur d'une certaine manière, Daniel lui ayant demandé de continuer à écrire. Zaphon joue constamment avec cette frontière entre réalité, mémoire et invention, et cela donne à la saga une dimension presque mythologique. Puis vint Le labyrinthe des esprits en 2016, et ce titre est parfait, parce que cette saga est un labyrinthe, un immense puzzle émotionnel et familial. Tout se rejoint enfin. Les Sempere, David Martin, Julian Carax, Isabella, Alicia, Fermin. Les secrets de famille remontent à la surface, les blessures se transmettent d'une génération à l'autre, et l'on comprend que cette saga parlait, depuis le début, de mémoire. Des êtres que le temps refuse d'effacer. Zaphon écrit d'ailleurs dans ce roman « Les souvenirs que l'on enterre dans le silence sont ceux qui ne cessent jamais de nous persécuter. » Et enfin, ces quelques mots de Julian Carax. Une histoire n'a ni début ni fin, seulement des portes d'entrée. Une histoire est un labyrinthe sans fin de mots, d'images et de pensées réunies pour nous révéler la vérité invisible sur nous-mêmes. En définitive, une histoire est une conversation entre une personne qui raconte et une personne qui écoute. Or, un narrateur ne peut compter que dans la mesure de ses capacités, et un lecteur ne lit que ce qui est déjà écrit dans son âme. Je crois sincèrement que Carlos Ruiz Zafón écrivait contre l'oubli, contre un monde qui détruit les livres, les souvenirs, les traces du passé. D'ailleurs, la véritable librairie Catalonia de Barcelone, qui a inspiré certains lieux de la saga, a fermé pour devenir un fast-food. Et honnêtement, cela ressemble presque à une fin écrite par Zafón lui-même. Quelque chose de profondément mélancolique, comme si la modernité dévorait lentement la mémoire. Mais ces livres résistent à cela, parce qu'ils parlent précisément de ce qui reste, les livres, les absents, les fantômes et l'amour. Et au fond, je crois que c'est peut-être pour cela que cette saga m'a autant touchée, parce qu'elle parle des fantômes que l'on continue à porter en soi. Il y a presque 2 ans, j'avais écrit un texte
Et en refermant le cimetière des livres oubliés, j'ai eu l'impression qu'il appartenait déjà un peu à l'univers de Zaphone. Le voici. Danser sur les tombes du passé. Parfois, je me perds dans le cimetière de ma mémoire, je déambule entre les urnes et les tombes, j'avance, enveloppé de brouillard dans le noir, dans ce repère mortuaire de catacombes. Et même les bruits en pleine nuit ne me feront plus trembler, car mon esprit les reconnaît quand chacun est terrorisé. Une part de moi s'est déjà envolée de l'autre côté, quand tout le monde s'attendait à me voir m'effondrer. Mon cœur et une partie de moi j'ai enterré, et maintenant, je suis prête à danser sur les tombes de mon passé. Et si par la mort ton souvenir s'évapore, toi qui rejoins tous ceux que j'ai aimés, toi qui comme eux désormais est mort, rassure-toi, la vie je vais dévorer. Personne ne pourra blesser mon cœur brisé, je préfère boire et danser à en crever, plutôt que pleurer et mes idées noires broyer. Je n'ai que faire de ces regards prêts à me fusiller. Tu peux espérer me voir m'écrouler, tomber à terre sur mes genoux et crier, mais jamais je n'arrêterai ce sourire d'arborer et de porter un toast à ma sombre santé. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, c'est ce que je me disais chaque jour en ouvrant les yeux, et je continuerai jusqu'à atteindre les cieux. Pour le moment, je ne suis pas prête à atteindre l'autre rive. Je garde les yeux ouverts jusque dans mon sommeil, prête à esquiver ceux qui veulent me tuer au réveil. Et chaque nuit, dans mon cercueil, tu sais, c'est la fête, car personne n'a réussi à faire tomber ma tête. Que disparaissent ces suceurs de sang amateurs, car d'aucun d'entre eux je n'ai peur. Dans mon esprit, je danse avec les démons, et je me laisse emporter dans leur tourbillon. Vivre ma vie emportée par la folie, entre les caveaux et les châteaux, je danse avec nostalgie et mélancolie, car tel est mon terrible fardeau. Carlos Ruiz Zafón est mort en 2020 à Los Angeles, et cela m'a sincèrement attristée, parce que certains auteurs donnent l'impression qu'ils auront toujours encore une histoire à raconter. Mais peut-être que les écrivains ne meurent jamais, peut-être qu'ils continuent à vivre dans les livres qu'ils laissent derrière eux. Et Zafón, lui, continue de vivre dans Barcelone, dans ses ruelles, dans ses ombres, et dans tous les lecteurs qu'il a marqués. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai l'intention de lire ses autres romans, La ville de vapeur, Les lumières de septembre, Le palais de minuit, et enfin Le prince de la brume. Et puis l'univers de la saga du cimetière des livres oubliés m'a tellement marqué que je pense, de plus en plus, à lire de nouveau ces 4 romans, mais en espagnol cette fois. Je terminerai par cet extrait. Ce lieu est un mystère, un sanctuaire. Chaque livre, chaque tome que tu vois a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu et ont rêvé avec lui. Toutes les fois qu'un livre change de main, toutes les fois que quelqu'un parcourt ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Ici, les livres dont personne ne se souvient, les livres qui se sont perdus dans le temps, vivent pour toujours, en attendant d'arriver dans les mains d'un nouveau lecteur, d'un nouvel esprit. Je crois que certains livres arrivent dans nos vies à un moment précis et qu'ils nous choisissent autant que nous les choisissons. Le cimetière des livres oubliés fait partie de cela pour moi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Murmure d'encre. Et peut-être qu'au fond, Carlos Ruiz Zafón avait raison. Les livres ont une âme. Ils attendent patiemment dans l'ombre qu'un lecteur les ouvre et qu'en retour, ils ouvrent quelque chose en lui. Parce que certains romans ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils deviennent un souvenir, un refuge, un fantôme parfois. Et lorsqu'on les referme, une part d'eux continue longtemps à marcher à nos côtés. Alors voilà, je vous dis à bientôt, depuis les couloirs du cimetière des livres oubliés.